Bonsoir à toutes et à tous. Benyamin Netanyahou a-t-il renoncé à parvenir à une paix négociée avec les Palestiniens? Oui, si l'on en croit ses détracteurs, mais aussi certains de ses partisans qui soutiennent que face à ce qu'ils considèrent être l'intransigeance de la direction palestinienne, eh bien, aucun accord de paix n'est envisageable dans les conditions actuelles. Non, semble affirmer le Premier ministre israélien lui-même, la fin du conflit est possible. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, mais elle passe en premier lieu par un rapprochement entre Israël et les pays arabes modérés. Alors dans quelle mesure ce scénario est-il réaliste? Où se situe vraiment le Premier ministre israélien dans le dossier palestinien? Pour en débattre dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse, j'accueille Boaz Bismuth du quotidien Israël Hayom, Michael Blum de l'agence France Presse et Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci à tous les trois. Et pour lancer le débat, un court extrait tout de suite de la déclaration faite par Benyamin Netanyahou quelques minutes avant son entretien à la Maison-Blanche avec Barack Obama. C'était mercredi dernier. Je pense qu'il y a des opportunités, comme vous l'avez évoqué. Ces opportunités sont en train de changer la face du Moyen-Orient. De cette nouvelle situation émergent des intérêts communs entre Israël et les États arabes. Je pense que nous devons coopérer activement pour saisir ces opportunités et construire un projet positif afin de promouvoir un Moyen-Orient plus sûr, plus prospère et plus pacifique. Je suis engagé à une solution de 2 États pour 2 peuples, basée sur la reconnaissance mutuelle et des solides arrangements de sécurité sur le terrain. Je crois que nous devons saisir ces nouvelles opportunités, réfléchir de façon originale et atteler les pays arabes dans ce projet si prometteur. Est-ce que quelqu'un autour de la table a été convaincu par ce que Benyamin Netanyahou a dit? État palestinien, oui, je suis toujours en faveur. Nouvelles opportunités pour y parvenir. Boaz, vous êtes convaincu par... J'ai rien entendu de négatif. D'abord, l'idée de 2 États, qui n'est pas une idée qui est née ce mois-ci à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne sais pas s'il y croit ou pas. Mais écoutez, il y a une chose quand même. Je vais citer quelqu'un qu'on ne peut pas accuser d'être un proche de Netanyahou. Il y avait un certain éditorialiste aux États-Unis du nom de Thomas Friedman, qui avait écrit il y a quelques années que la chose la plus importante au Moyen-Orient, même si on n'arrive pas à une solution, c'est au moins éviter qu'il y ait un vide. Il faut quand même donner une certaine perspective. Alors, est-ce que ce monsieur ne donne pas de perspective et a des discours militants ou alors, bien sûr, ses détracteurs sont là à critiquer? Là, ce que l'on entend justement, c'est appeler le monde arabe, bien sûr, à ses responsabilités à la table de négociation et aussi bien l'idée de 2 États pour 2 nations. Où est le mal? Mais il y croit vraiment, Michael Blum, à cette idée de 2 États? Qui le convainc véritablement en disant ça? Est-ce que... Et invitons aussi à des psychanalystes maintenant. C'est se payer de mots un petit peu pour faire plaisir à Barack Obama, qui lui-même n'est certainement pas dû. Je crois que l'opportunité pour Netanyahou, c'est-à-dire la situation avec Daesh, avec le djihadisme qui s'étend dans la région, l'opportunité, c'est justement de repousser le dossier palestinien très loin. C'est-à-dire que l'opportunité dont il parle souvent, c'est un nouveau dialogue avec les pays voisins qui met une fois de plus de côté la question palestinienne. Monsieur Sheikh, peut-être que Benyamin Netanyahou, là, a saisi une véritable opportunité. Peut-être qu'effectivement, le fait qu'Israël a des intérêts communs avec ces pays arabes modérés, c'est une véritable nouvelle opportunité qu'il serait dommage de ne pas profiter et éventuellement, dans une seconde phase, de s'atteler à nouveau à la question palestinienne. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un compliment pour le Premier ministre Netanyahou. Je pense qu'il a raison, qu'il y a de vraies opportunités nouvelles dans la région, qui sont le fruit de circonstances qui n'ont rien à voir avec Israël ni avec le conflit israélo-palestinien. C'est une réalité qui commence à se cristalliser dans la région. Et je salue la volonté du Premier ministre de saisir ces opportunités et de partager une sorte de faire partie d'une coalition de pays modérés dans le monde arabe. Seulement, je ne peux pas imaginer qu'un homme intelligent comme Benyamin Netanyahou peut s'imaginer que rejoindre une telle coalition pourrait être possible sans la solution de 2 États avec les Palestiniens. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un préalable, parce que peut-être on peut mobiliser le monde arabe pour faire pression sur la direction palestinienne, on peut réfléchir à plein de choses. Mais on ne peut pas dissocier les deux, on ne peut pas remplacer une coalition régionale. On ne peut pas remplacer la solution avec les Palestiniens par une coalition régionale. Ce sont deux choses qui vont de pair. Netanyahou dit d'abord le rapprochement avec les pays arabes modérés et ensuite la relance des négociations avec les Palestiniens. Il va se retrouver devant un problème, parce que ça m'étonnerait que le monde arabe soit d'accord. Les pays arabes n'accepteront pas ce que Netanyahou lui-même propose tant que Netanyahou ne lâchera pas du lest sur le dossier palestinien. Non, mais soyons sérieux, même au niveau du monde arabe. D'abord, bien sûr, je suis entièrement d'accord que pour leur public, pour les médias... Non, mais tant mieux. Non, quand on commence
commence par dire qu'on est d'accord, c'est qu'on n'est pas vraiment d'accord. Lorsque vous voyez les discours quand même de ce qui se passe à l'heure actuelle, on voit vraiment qu'il y a, comme vous avez dit vous-même, il y a un certain changement. Sauf qu'il faut savoir une chose, les relations internationales, c'est pas un garçon et une fille qui vont au cinéma. Les relations internationales, c'est aussi des intérêts communs. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, avec l'Iran d'un côté, bien sûr Daesh de l'autre, Israël et certains États du Golfe se retrouvent, sur la même longueur d'onde. Sauf que, encore, ces mêmes États sont encore complexés vis-à-vis de leur propre opinion, que certaines relations que nous avons sont encore faites derrière les coulisses, en cachette, on le sait très bien. Donc il y a loin entre dire et faire. Il y a bien sûr cette idée maintenant que nous allons maintenant passer à une autre phase entre nous et le monde arabe, ou pas le monde arabe, certains États arabes. Je crois qu'on n'est pas encore là, mais justement, je pense que Netanyahou, pour moi, c'est toute une question, bien sûr. Vous avez posé la question au début, est-ce qu'il y croit vraiment? Je pense qu'il y a maintenant quelque chose d'assez intelligent du côté de Netanyahou, dans le sens où ne pas s'être présenté dans le monde comme, on avait dit dans des années précédentes, comme celui qui dit non à tout et qui ferme les portes. Pas du tout. Il laisse la porte. On a l'impression que même s'il dit oui ou un demi-oui, eh bien... non, il y a aussi une réalité. C'est pas il dit oui ou non, mais il y a une réalité. Il n'y a pas grand monde pour y croire, ni aux États-Unis, semble-t-il, ni même en Israël, ou tout simplement en Israël, si l'opinion publique le pousse vers une autre direction. Vous voyez très bien l'opinion publique israélienne aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. L'opinion publique n'est pas en faveur d'un règlement avec les Palestiniens. On ne peut pas parler quelques semaines après la fin de ce qui s'est passé à Gaza. La société israélienne n'a pas envie maintenant, n'a rien arrangé. Voilà, tout à fait. Avant que Netanyahou arrive à New York, il y a Abbas qui prononce un discours qui choque tout le monde, y compris à l'extrême gauche. C'est un discours aussi qui prouve à ceux qui ont dit pendant de longues années que le problème n'est pas territorial. Mais on peut continuer. Non, enfin, de manière générale, le problème n'est pas que territorial, c'est une évidence. Abbas est coincé dans un... là, on n'est pas là pour régler les problèmes des Palestiniens, mais la difficulté de gérer pour Israël ce discours à deux voix qu'ont les Palestiniens, celui du Hamas, celui de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Alors, c'est quelque part assez facile pour Netanyahou d'arriver à New York, à Washington, et de dire tout est ouvert, il y a des opportunités. Aux partisans des négociations de paix israélo-palestiniennes, qui est M. Daniel Sheikh, dans quelle mesure le discours de Mahmoud Abbas n'a-t-il pas peut-être mis là un dernier clou, enfoncé un dernier clou dans le cercueil des négociations? Vous savez, il y a une compétition entre les deux parties. Qui met le dernier clou? Franchement, je dois vous dire, en tant que diplomate, dans mon métier, il y a une règle très simple. Il faut toujours essayer d'avoir la main. Toujours essayer d'avoir l'initiative et de ne pas se laisser entraîner derrière des initiatives des autres. Et on ne peut pas en vouloir à Mahmoud Abbas que face à un vide dans les négociations, il ne pense pas à d'autres idées, même si à mes yeux, elles sont de très mauvaises idées. Et je ne pense pas que ça va avancer la cause palestinienne. Mais il aurait fallu que le Premier ministre, plutôt que d'aller aux Nations Unies et de parler à son public à la maison, qu'il vienne avec une véritable initiative face aux Palestiniens pour les mettre devant... pour voir si c'est un bluff, si c'est une réalité. C'est pour ça que ça aurait dû servir. Avec Cyril Amar, que la presse israélienne est plutôt d'accord avec M. Daniel Sheikh. Cyril Amar, c'est à vous. Absolument, Dror, car s'ils sont unanimes pour saluer les talents d'orateur et l'anglais châtié du Premier ministre, certains regrettent que Binyamin Netanyahou ait une nouvelle fois fait du neuf avec du vieux. On ne peut pas lui enlever ça, non, écrit Sima Kadmon dans le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot. Netanyahou est un orateur hors pair, mais c'est précisément ce sens de la rhétorique qui nous met mal à l'aise. Avec Netanyahou, c'est toujours la même rengaine, écrit Kadmon, seuls les gimmicks ont changé. Dans les colonnes du journal de gauche, à Haaretz, Baragravit a lui une impression de déjà vu, car Netanyahou, nous dit-il, nous sert depuis 5 ans les mêmes arguments, une compilation des meilleurs clichés et slogans de son gouvernement de droite. Un Netanyahou à court d'idées, selon le correspondant du journal à Washington, Rémi Chalev. Tel un copywriter à court d'idées, Netanyahou n'a fait que recycler ces vieilles analogies entre l'Iran et l'Allemagne nazie. Et la grande plume du Yediot Ahronot, Nahum Barnea, démonte, lui, un à un, les parallèles établis par Netanyahou entre l'État islamique et le Hamas, puis entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Si Abbas égale Hamas et que Hamas égale État islamique, alors pourquoi diable Israël ne bombarde-t-il pas Ramallah et ne reprend-il pas les hostilités
contre la bande de Gaza. Vous voyez, difficile de trouver un édito élogieux à l'égard du Premier ministre. Un peut-être, mais attention, quelle louange. L'analyse dithyrambique est à lire dans les colonnes du journal gratuit proche du pouvoir, Israël Hayom. Pour Chaim Schein, Netanyahou a tout simplement prononcé un discours juif et sioniste, des vérités sionistes, claires, limpides, et qu'importe si les commentateurs israéliens préfèrent vivre dans le déni, conclut Schein, la majorité des Israéliens, eux, préfèrent de loin les vérités aux chimères et aux faux espoirs. Oui, pour la presse palestinienne, Cyril, eh bien, le ton, bien évidemment, est très sévère. Oui, sans réelle surprise, la presse palestinienne n'a pas été tendre avec le Premier ministre israélien. Et le journal Al-Quds, vous le voyez, qui se fait le porte-voix des plus grands admirateurs de Binyamin Netanyahou, comme le député arabe-israélien Ahmed Tibi, qui a fustigé un discours, je cite, islamophobe, dépourvu de tout contenu politique, ou encore la dirigeante de l'OLP, Hanan Ashraoui, qui a dénoncé, elle, une manipulation grossière pour tromper l'audience. Un discours faible, truffé d'incitation à la haine, selon l'agence de presse palestinienne, Ma'an. Et puis enfin, sur ce dessin de presse, en dernière page du quotidien Al-Hayam palestinien, on découvre Binyamin Netanyahou croqué en homme des cavernes, massue et corbeau de la paix en main, venu délivrer au monde son message de paix. Merci Cyril. Bon, je ne sais pas si c'est amusant, en tout cas c'est la manière dont la presse palestinienne... le Moyen-Orient actuellement, les mêmes détracteurs que vous citez, vous parlez de la presse israélienne, alors on voit deux journaux qui sont systématiquement contre Netanyahou. Vous allez dire que le mien est systématiquement pour Netanyahou. C'est un peu vrai. Alors, bien sûr que c'est un peu vrai. Bien sûr que c'est un peu vrai. Et vous savez que là, on sort de Kippour et on est avant Sukkot. J'ai pas vu encore qu'il y avait un 11e commandement que Moïse a oublié derrière, qu'il fallait critiquer du matin au soir Netanyahou. Mais juste un mot. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les discours, c'était son 9e discours à l'Assemblée générale. Je pense que tous ici, tous les 4 autour de la table, on aurait préféré, bien sûr, un autre discours. On aurait préféré, comme d'autres pays qui avaient des conflits et des guerres, d'autres régions de ce monde, qui auraient changé de face. Sauf que ce que Barak Ravid ou mon ami Chaim Shalev ont oublié, que malheureusement, plus ça change et plus ça reste la même chose, qu'on vient justement ici au Moyen-Orient. Il n'a rien inventé dans son discours. Prenez-le, lisons-le, celui d'aujourd'hui, l'année dernière, d'il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un mensonge ? C'est précisément le problème. Parce que quand on est la partie forte dans un conflit... Mais on l'est pas, on a vu cet été à Gaza, nos limites. C'est ça la faute. Vous allez me dire, mon cher Boaz, que nous sommes justement... La parole est à moi. La parole est à moi. Vous allez quand même pas me dire qu'une bande de terroristes du Hamas sont un danger existentiel pour Israël. Oui, dans un monde comme le nôtre, nous sommes de loin la partie la plus forte dans ce conflit, et grâce à Dieu, nous le sommes. Que Dieu nous préserve si nous nous retrouverons en minorité ou en position de faiblesse face aux Palestiniens. Mais ça nous donne de la responsabilité aussi. On ne peut pas, d'un côté, se vanter de la force, heureusement que nous l'avons, et de ne pas prendre des initiatives, de se laisser entraîner par ces gens-là dans des situations diplomatiques et militaires que nous n'avons pas souhaitées. Prendre avec un Mahmoud Abbas qui a opté pour l'unilatéralisme diplomatique et qui adopte un discours aussi intransigeant. Que le Premier ministre aille, et plutôt que de faire un discours pour plaire à son éditorialiste M. Schein et à M. Bismuth et à son public en Israël, ce qui n'est pas une chose illégitime, mais je ne suis pas... mais je ne suis pas certain que les Nations Unies, c'est l'endroit pour faire un discours de campagne. Plutôt que de faire ça, il aurait dû venir avec une véritable proposition sur la table, qu'elle soit acceptée ou pas par les Palestiniens. C'est le problème des Palestiniens, c'est pas le nôtre. Justement, c'est les mettre eux devant une réalité et de ne pas laisser à Mahmoud Abbas de créer la réalité de cette région, de nous l'imposer. De proposer de s'adresser dans un premier temps aux pays arabes modérés pour ensuite tenter une nouvelle approche avec les Palestiniens. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas le contenu de son discours. Il a parlé de nouvelles coalitions, de nouvelles réalités. Il n'est pas allé 1 ou 2 pas plus loin pour dire quelles sont les conséquences pour Israël. Un discours de propagande politique, comme l'a dénoncé M. Chek ? En grande partie, mais je pense que Boaz l'a dit à juste titre. Si on compare son discours avec les discours précédents, c'est à peu près la même chose, c'est la même rhétorique. Netanyahou reste un orateur brillant. Et le fait de répéter qu'il veut une solution à deux États n'a fait en rien avancer la cause de cette solution. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun
Il n'y a rien d'autre qu'il pouvait proposer dans la situation actuelle, avec le discours d'Abbas, avec les tentatives de réconciliation entre Abbas et le Hamas. Aujourd'hui, Netanyahou ne pouvait rien proposer. Mais c'est sûr qu'on n'a pas avancé de rien du tout dans ce discours. On ne pouvait pas s'attendre, comme le dit M. Sheikh, Boaz Bismuth, à un discours un petit peu plus porteur d'espoir, parce qu'à nouveau, c'est le Benyamin Netanyahou troubleur de fête qu'on connaît déjà. Est-ce que ce n'était pas l'opportunité pour lui de surprendre un petit peu? Alors, on va dire la chose suivante. Il a été bon mais prévisible. Bien que 36 heures ou 24 heures avant, Abou Mazen a tenu un discours, encore une fois, qui était tout sauf prendre des responsabilités. Et ça, c'est après la guerre au Gaza, où justement il a un rôle à jouer. Non, une seconde. Mais quand même, vous savez, imaginez M. Sheikh maintenant part en Argentine et on danse le tango tout seul. On va être ridicule. Alors on peut s'en foutre de Mahmoud Abbas, mais il faut faire appel à quelqu'un. Avec le monde entier, pour le moment, c'est Mahmoud Abbas qui le danse avec le monde. La deuxième chose, Israël, bien sûr, qui est forte. Mais sauf que depuis 2000, depuis le conflit d'Intifada, la guerre du Liban, où on n'avait pas Netanyahou, regardez à quel point aujourd'hui c'est dur de conclure des guerres avec cette asymétrie entre nous et les monstres qui sont devant nous. Merci beaucoup, Boaz Bismuth, Daniel Sheikh et Michael Bou. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse à la même heure et sur la même chaîne. Merci.